Bienvenue dans La Causerie, le média qui fait causer. Chaque semaine, des interviews pour mieux comprendre la France dans laquelle on vit. Ici, pas de tabou, on se dit tout, le ton est direct mais chaleureux, on discute, on refait le monde. Bienvenue dans La Causerie, la chaîne YouTube qui fait causer. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici. On est où d'ailleurs ici là? On est dans mon bureau de l'Assemblée nationale, au 3 rue Aristide Briand. C'est là que je travaille tous les jours. Ouais. Petit bureau, hein, c'est pas le grand luxe. Hein, Non, mais non, parce qu'on dit toujours que les députés ont de la chance, ils sont privilégiés, etc. Bon. Mais je vous remercie de le faire remarquer. Moi, j'ai toujours eu des bureaux modestes, puisque je n'ai jamais été vraiment dans un groupe majoritaire. Il y a quand même des bureaux mieux au sein, hein, mais ils sont réservés aux partis majoritaires. Ouais. Mais moi, je suis très bien dans celui-ci parce qu'en plus, je dors ici la nuit. Ah aussi. bon? Ah oui, je dors ici. Où ça? Eh bien, c'est-à-dire le canapé. Sur ce canapé? Oui, je le déplie. Où on est installé là? Oui, je le déplie. D'accord. Alors, les couvertures sont là-haut. Et je dors, mais comme un bébé. Comme un bébé. Bon, c'est la vie à l'Assemblée et c'est la vie d'un député finalement. Hein. Un député berger un peu dans l'âme. Ouais. Combien de jours à l'Assemblée par semaine? Ah là, il nous faut beaucoup bosser parce que avant, on était là le mardi, mercredi et jeudi, en principe. Et s'il y avait des textes hors normes très longs, pour la peine de mort, bon, ça pouvait durer toute la semaine. Mais sinon, pour les textes, normaux, c'était ça. Maintenant, on nous fait arriver d'abord le lundi soir, puis même le dimanche soir. J'arrive pour être là le lundi, mais ça a déjà commencé. Donc on ne peut pas dire. Alors il y a un inconvénient à cela. C'est que le dimanche comme le lundi soir, tu as peu de députés à l'Assemblée. Mais ce n'est pas forcément de leur faute. Il faut quand même qu'ils s'occupent un peu de leur territoire. Ouais. Parce que mardi, mercredi, jeudi, parfois un peu vendredi, bon, ça fait quand même 4 jours, 3 jours passés à Paris. Ouais. Le reste, il faut quand même 3 jours pour la circonscription, et si possible, le 7e, que je ne sais jamais aménager, un peu pour la famille. Ouais. Mais là, c'est déséquilibré. Alors il y a de très faibles affluences, et les citoyens peuvent dire à juste titre, regardez cette bande de feignants, il ne foutent rien. Ben, c'est vrai que quand on regarde les images à la télévision, le mardi, le mercredi par exemple, par moment on se dit mais ils sont où? Parce qu'il y a des textes qui sont votés et on a 10, 20 députés dans l'hémicycle. Et on se dit, mais attendez, mais on ne comprend pas très bien, parce qu'on a élu des gens et ils ne sont pas à leur poste. C'est ça qu'on se dit. Oui. C'est ça que, évidemment, les électeurs se disent, les Français se disent. Mais ce n'est pas un problème de République, ce n'est pas une question institutionnelle, c'est une question d'organisation du travail. Et c'est aussi une question qui renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce qu'on veut que l'Assemblée nationale joue un rôle important ou pas? Si l'Assemblée nationale doit jouer un rôle important, il y a quand même 2 jours où les députés sont là quand même nombreux parce qu'ils montent pratiquement tous. Il y a des semaines où nous sommes à 500, quasiment sur 577, mardi, mercredi, mais le vendredi, vous en avez beaucoup moins. Vendredi midi comme vendredi soir. Et le lundi dont je parlais encore moins, et le dimanche soir encore moins. Donc ça c'est un fléau pour nous, mais je pense que c'est un peu fait à dessein. Parce que quand on est nombreux... Ça veut dire que l'organisation du travail est mal faite et que c'est une manière de décrédibiliser le député quelque part? C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, et ensuite de dire qu'il y en a beaucoup trop pour ce qu'ils font, premièrement, et deuxièmement, pour aussi passer plus facilement les textes qui pourraient poser un problème. Il vaut mieux les passer à une vingtaine entre copains qu'à 400 et quelques. Donc c'est pas très sain. C'est pas très sain. Et le problème c'est que nos compatriotes le ressentent. Du coup ils désertent les urnes où ils ne vont plus qu'à 30%. Ben c'est vrai que c'est le problème. C'est un des problèmes. C'est un des problèmes. Mais on va évidemment éplucher tout ça. Je rappelle que vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques, candidat à la présidentielle de 2022, président du mouvement Résistons.
et auteur d'un dernier livre, Aurore ou Crépuscule, aux éditions du Cherche-Midi. Alors, première chose que je voulais vous demander, quand on est député, aujourd'hui justement, pour revenir à ce que vous disiez, on ne peut plus cumuler, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être maire, par exemple, et député. Est-ce que justement, puisqu'on parlait des problèmes et des difficultés aujourd'hui qu'ont les élus à être reconnus par les Français, est-ce que le fait de ne plus être enraciné comme avant parce qu'on avait un mandat local, c'est pas le premier problème qui se pose quand même quand on est député aujourd'hui? Alors, à première vue, on peut vous rétorquer que rien n'empêche d'être élu conseiller municipal dans sa commune, ce qui est le cas, d'être conseiller départemental ou d'être conseiller régional. Par contre, vous avez raison sur le fait que la fin du député maire ou du président maire, du président député, a été une catastrophe, à tout point de vue. D'abord parce que, pour une raison très simple, dans toute équipe, il y a un leader. Vous êtes un leader naturel, donc ça se voit. Et bon, les gens le savent. Le leader naturel est à Paris. Son second se trouve à la tête de la mairie. Mais au bout de quelques temps, il y a quelques légers nuages qui apparaissent. Très vite, c'est un peu comme entre le président et le Premier ministre. Hein. Il y a toujours quelques nuages qui apparaissent. Oui, mais là, il y a de bonnes raisons, si j'ose dire. Parce que l'un incarne la nation tout entière, y compris dans sa dimension extérieure. Et le Premier ministre doit faire tourner la machinerie. Mais le numéro 2 dans une mairie, il se sent pousser des ailes, quoi, au bout d'un moment. C'est lui qui prend la main, quelque part, puisque celui qui aurait dû être maire, finalement, est député. Et voilà, c'est ça. Mais alors que moi, j'ai connu le cas, quand même suffisamment longtemps, où j'étais député maire, et où mon adjoint ne s'est jamais empressé d'essayer de devenir maire. Maintenant, c'est un cas exceptionnel. Elle est devenue une excellente mère, mais le fait que le leader soit le leader naturel du groupe, soit à Paris, et non plus en prise directe avec le chien qui vous mord le mollet. Parce que j'ai dit que pour être un bon maire... C'est qui le chien qui mord le mollet? C'est pour être un bon élu, il faut voir de temps en temps un chien qui vous mord le mollet. Et la patronne qui vous reçoit très mal. Parce que là, vous prenez la réalité en face. Donc ça, c'est l'électeur. Oui, le chien qui mord le mollet, c'est l'électeur. Oui, mais le chien aussi. Moi, j'ai été mordu par un chien, le chien de mon frère, il y a pas longtemps. Je peux vous dire que j'ai eu des bleus pendant un mois et demi. On croyait que j'avais le tétanos. Mais ça vous rappelle la réalité. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes coupé de ce monde-là. Donc le leader, il retrouve son numéro 2, qui lui se tape le chien. Donc ils sont en léger décalage. Donc tout ceci pour dire, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est la conclusion là, que ça a été une erreur fatale dans un pays comme le nôtre d'empêcher le député maire, et d'ailleurs si je suis élu président, c'est la première chose que je ferai, je le remettrai. Ça sera la première mesure. Si jamais vous êtes élu président de la République en 2022, première mesure, remettre le député maire ou la possibilité pour l'élu local de cumuler. Oui. Peut-être pas la première, parce que si je dis ça, je vais avoir aucun électeur. Ils détestent les députés, les politiques d'une manière générale. Les Français ont d'autres préoccupations. Et ont d'autres préoccupations, c'est pas. Mais ensuite, il faudra le faire pour permettre au projet que j'aurais mis en œuvre de se réaliser. Parce que sinon, il ne peut pas se réaliser. Dites-moi, Jean Lassalle, vous êtes député, est-ce que vous avez l'impression, en tant que député, de parvenir à peser réellement sur les choses aujourd'hui et à peser réellement sur les décisions, par exemple, gouvernementales? Alors, vous n'êtes pas dans la majorité, mais est-ce que vous avez le sentiment d'être encore utile? Écoutez, dans l'absolu, je ne sers à rien. Et ce ne serait pas grave si j'étais le seul. C'est à peu près le cas de mes 577 collègues. Pourquoi? Parce que avec notre modèle qui s'est mis en système à nouveau, après la chute du mur de Berlin, nous avons été dépossédés en grande partie par notre faute, par notre lâcheté, de toute forme de pouvoir qui a été repris par la finance spéculative, comme on l'avait connu dans les années
1930 ou à la fin du siècle du 19e, etc. Et si vous voulez, le pouvoir politique n'a plus beaucoup d'intérêt. Alors, à deuxième vue, je suis quand même utile. Parce qu'à force de marteler et d'adopter une posture, vous finissez par interpeller. Mais seulement le chemin est très long. Surtout lorsque vous montrez des velléités de vouloir remplacer ce que vous ne jugez pas tellement à même de remettre notre grand et beau pays à la place qui devrait être la sienne et de remettre l'humanité en posture de retrouver la civilisation. Mais ça c'est intéressant ce que vous dites parce qu'évidemment vous le développez quand même beaucoup dans votre livre et on va parler du livre dans un instant. On va parler d'abord d'actualité un petit peu quand même parce que c'est notamment, il y a deux trois choses qui sont importantes en ce moment et qui reviennent souvent. Et c'est notamment le projet de loi de lutte contre l'islam radical en France. Le président a parlé de séparatisme, mais le terme n'apparaîtra pas dans le texte pour ne pas être retoqué par le Conseil constitutionnel. Tout d'abord, Jean Lassalle, le séparatisme, c'est une réalité pour vous, l'homme de la montagne, si je puis dire, ou bien on en fait un peu trop? D'abord, pour être tout à fait clair entre nous, je n'aime pas ce terme de séparatisme. Pourquoi? Surtout que je suis élu des Basques. Oui. Donc, ça renvoie à des moments qui ne sont pas des moments heureux. Quelle que soit l'opinion que puissent avoir les uns et les autres. Il y en a qui revendiquent, par exemple, très concret, un Pays Basque indépendant, c'est leur droit le plus absolu. D'autres qui pensent qu'il ne le faut pas. Mais l'idée de séparatisme, c'est violent. Mais quand le président dit séparatisme, quand il utilise à dessein ce terme, il fait plaisir à qui, à votre avis? Ou il veut faire plaisir à qui? Mais à mon avis, je pense qu'il veut faire plaisir à une partie de l'électorat qui, n'ayant plus aucune confiance dans le politiquement correct ou dans la... comment je devrais dire, dans le débat démocratique, a plutôt tendance à se radicaliser. Donc, il veut, à mon avis, faire plaisir à ceux qui ont besoin d'utiliser des gros mots. Mais si on veut faire du travail au long cours, parce que je suis dans des hauts territoires et des campagnes, mais je suis aussi celui qui a visité notamment les 50 banlieues les plus agitées de notre pays. Et c'était il n'y a pas longtemps. Et je n'ai pas eu de problème, d'ailleurs, majeur. Bon, bien sûr, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que vous gardez, puisque vous parlez de ce moment-là où vous êtes allé dans les banlieues françaises, qui sont souvent montrées du doigt, décriées, avec une population jeune qui ne travaillerait pas, qui, prenons toutes les images qu'on nous renvoie en permanence, qui vivrait du trafic de drogue, où il y aurait que des voyous, etc. Vous avez vu les jeunes, vous avez parlé avec eux, vous avez échangé avec eux. Qu'est-ce que vous gardez de ces moments-là? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, par exemple, ou le plus étonné, ou le plus agréablement d'ailleurs étonné? Le plus agréablement étonné, c'est qu'ils ont recréé une forme de vivre ensemble, pour la plupart. Maintenant, il ne faut pas être angélique non plus. C'est-à-dire que vous avez des gros dealers qui gagnent énormément d'argent et qui d'ailleurs, s'ils sont un peu en confiance, mais ça, il faut que vous fassiez 2 ou 3 nuits avec eux, vous le disent sans que vous les interrogiez. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Mais ce que cela dit beaucoup, largement, c'est l'abandon dans lequel la République a tenu un certain nombre de ces territoires. Et ce qui est vrai pour ces banlieues est vrai pour nos territoires ruraux ou montagnards. Parce que regardez ce que nous sommes devenus après 2 siècles d'exode rural massif. Mon père me disait, toi il faut que tu t'occupes des hommes, après qu'il ait pensé que mon frère devait s'occuper des brebis, parce qu'il parlait aux animaux et les animaux comprenaient ce qu'il leur disait et lui répondaient. Il m'avait dit, toi, dans 15 ans, les brebis te feront chier. Donc, parle aux hommes et dis-leur que ça c'est déjà bien. Il y a 2 siècles qu'on va tous s'entasser à Paris et à Bordeaux. Un jour, on sera obligé de faire des sous-Paris, puis des sous-Paris, des sous-Bordeaux. L'homme
il sera malheureux. Et nous, on restera 3 au village. Et quand on reste 3 au village, on se bouffe le nez. Le problème, c'est que pour faire société, il faut pouvoir le faire. Mais la France a été un formidable pays intégrateur quand même. Ouais. Mais depuis très longtemps, parce que les Gauls, les Visigoths, les Ostrogoths, les Saligoths ne nous ont pas laissé le choix. Ils sont arrivés en masse et à l'époque, on ne s'est pas interrogé pour savoir ce qu'ils pensaient. On a même les peuples d'autres côté de la Méditerranée, que Charles Martel arrêta un petit peu dans leur élan, et qui sont quand même restés. Mais l'intégration, dans le fond, s'est faite très lentement, mais aux yeux du monde entier. Nous apparaissons quand même aujourd'hui comme un peuple qui intègre, sauf que nous n'intégrons plus. Et c'est ça qu'il faut relancer. Et on relance cela comment? D'abord par de la considération et du respect. Ensuite par des moyens de vie qui soient les mêmes que pour l'ensemble de nos compatriotes. Alors pour l'instant, ils sont très bas pour malheureusement 50-60% de la population qui sont en découvert au début du mois dans toutes leurs banques. Donc vous êtes déjà au parti avec un sentiment d'un handicap. Et puis ensuite, lorsque on vient mettre dans, quelque part dans un coin de votre cervelet que c'est le monde actuel qui détruit la spiritualité, qui détruit Dieu, qui détruit la réflexion, vous y croyez ou pas, vous vous faites à cette idée. Et quand on vous inflige le fait que si on détruit cette civilisation-là, eh bien, on va avoir un monde meilleur et sa place tout droit au paradis, vous y allez. Donc, il faut voir quels sont les moyens que l'on met en œuvre. Il faut voir le nombre de, pas que de millions, mais de médiateurs, le nombre d'encadrants sportifs. Vous avez vu que quelques-uns de nos grands sportifs actuels sont issus des banlieues. Parce que dans les banlieues, c'est pas tous les jours chouette, mais c'est très dur. Et de la même manière que Maradona, c'est pas la même chose, ou Pelé, sont issus des favelas les plus terrifiantes. Mais ils se sont élevés, ils ont voulu. Je pense qu'il faut donner les moyens. Et vous dites qu'il faut croire en l'homme, parce que l'homme peut s'élever, peut pouvoir, etc., etc. C'est ça votre message. Exactement. C'est comme si vous et moi, nous n'avions jamais eu aucun contact, on nous avait mis en situation d'ennemi, et puis que l'un d'entre nous risque une parole, parce que c'est toujours la première qui est la plus difficile à sortir. Il ne faut pas qu'elle soit... Non, mais certains peuvent vous dire, on ne va pas évidemment débattre là-dessus pendant 107 ans non plus, mais certains pourraient vous rétorquer en disant ça, il faut remettre l'homme au centre des choses, le respect, etc., que c'est une vision un peu bisounours de la vie, de la société. Certains pourraient vous rétorquer ça. Ils pourraient me rétorquer ça, ils n'auraient peut-être pas entièrement tort, mais je pourrais leur rétorquer aussi que ce n'est pas en suivant la City et Wall Street que nous risquons de nous y retrouver. Et c'est pas en laissant monsieur Vinci acheter monsieur Suez sans que l'Assemblée nationale n'ait rien à y dire, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et que ça aura effectivement un impact d'une manière ou d'une autre aussi sur les plus fragiles et en particulier sur les banlieues. Si l'État ne montre pas un minimum de respectabilité, et c'est ça qui est important, l'État doit retrouver, la France est reconstituée autour de ses provinces, sur un espace quasi magique, parce qu'il faut quand même dire, la France, au bord de mers et d'océans, avec un bassin parisien qui était pile là où il le fallait, etc., un Paris là où il le fallait, eh bien, c'est construit autour d'un État, d'abord avec les rois, puis ensuite avec les républiques. Mais il faut que l'État, qui est une notion abstraite, soit à la fois un symbole, redevienne un symbole, c'est-à-dire l'État, il te défend comme il me défend, et à la fois un outil, c'est-à-dire celui qui permet à celui qui a été choisi par le suffrage universel pour le représenter de travailler. Aujourd'hui, tu te demandes qui l'État sert. Est-ce qu'il ne servirait pas par hasard davantage des intérêts des quelques 10 fortunes qui dirigent la France que les 60 et quelques millions de Français? Jean Lassalle, vous êtes donc candidat à la présidentielle de 2022, c'est pas la première fois que vous vous présentez. Moi, en faisant cette interview, en la préparant, je me suis dit, mais
finalement, pourquoi une s'acharne? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit un matin, en se rasant ou pas d'ailleurs, j'y vais, j'en remets une couche, je me représente une nouvelle fois, alors que les chances d'être élu, bon, sont relatives, vous le savez quand même. Mais jamais aussi élevé dans ma vie, puisque, alors que les sondeurs d'opinion m'ont totalement négligé et oublié, depuis 5 ans, soit je n'apparais jamais, soit je suis à 0,5. Le journal du dimanche, je ne sais par quel miracle, et avec l'IFOP en plus, m'a trouvé entre 2,5 et 4. Et à partir de ce moment-là, on ne sait jamais. Alors qu'est-ce qui me pousse? D'abord, tout simplement, le fait que je ne puisse absolument pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Je pourrais, après tout, j'ai quand même donné plus de 40 ans à la vie publique. Je suis marié, j'ai des enfants magnifiques, j'ai des petits-enfants qui le sont tout autant. Des fois, tu te dis pourquoi tu t'emmerdes, etc. Mais je vois aussi l'état de notre pays au bord de la guerre civile. Je vois tellement les fractures, les fissures. Nous n'avons parlé que des banlieues. Nous aurions pu parler beaucoup plus largement. Je vois le monde au bord de l'explosion, de toutes parts. Il n'y a pas un coin où ça ne brûle pas. Et donc Jean Lassalle pourrait être un rempart à tout ça? Non, je pense que toute ma vie, j'ai évité d'emprunter, d'utiliser des grands mots. Mais au fond, celui qui peut être choisi un jour ne le sait pas. Il y a une part de destinée. Il y a une part de rencontre avec le peuple. La seule chose dont je sois un peu certain, c'est que j'ai acquis une certaine expérience. Après Chirac et Mitterrand, je suis celui qui connaît le mieux le pays, partout. Je me demande où est-ce que je n'ai pas été. Et je sens toutes les subtilités de notre pays. J'ai eu la chance de connaître aussi pratiquement tous les pays d'Europe. Et j'ai eu la chance, avant même que ne tombe le mur de Berlin, de me rendre plusieurs fois, un peu en cachette, en autostop, et à Moscou, il avait des cheveux blonds, mon guide, et dans les pays du pacte de Varsovie. Donc j'ai la chance d'avoir cette connaissance que je ne pensais jamais avoir un jour. Et quand je regarde ceux qui aspirent à cette charge autour de moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils sont tous élus, ils viennent tous du même sérail, ils ont tous fait les mêmes choix à des moments très importants, c'est-à-dire quand ils ont choisi de faire appel au fonds de pension américain, de prendre toutes les dispositions pour que ce soit un monde mécanique, orange mécanique, qui se substitue à la civilisation bienveillante. Aucun n'y a échappé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Moi, je n'ai pas pu lutter contre tout. Mais chaque fois que ça m'est apparu insupportable, je me suis levé. Je me suis levé lorsque Sarkozy engagé de mettre fin au service public, je l'ai interrompu par un chant à l'Assemblée nationale. Lorsque la France perdait 400 000 entreprises sous Chirac, ce dont elle ne s'est jamais relevée, je me suis levé, j'ai fait une grève de la faim qui m'a allégé de 32 kilos, ici même à l'Assemblée nationale. Quand j'ai senti notre pays en très grande difficulté déjà de relations, une très grande difficulté à faire société, et le poids écrasant sur ses épaules de ce système purement financiarisé, purement basé sur les dividendes que l'on resserre à ceux qui sont les actionnaires, et que le reste de la sphère, c'est-à-dire la sphère publique, ce qui est la République, n'avait plus une thune, j'ai entrepris de faire un tour de France, à la fois pour écouter et aussi pour poser un acte de résistance. Lorsqu'il y a eu l'épisode des Gilets jaunes, j'ai rebuté un gilet jaune
parce que j'estimais qu'un mouvement soutenu à l'époque par 80% des Français méritait quand même d'apparaître à l'Assemblée du peuple, l'Assemblée nationale. Donc, au fond, qui est-ce qui a pu pousser, et comparaison n'est pas raison, et je ne me compare à personne, qui est-ce qui a pu pousser Mandela à tant d'années de prison et à tant de compréhension de ses geôliers? Qui est-ce qui a bien pu pousser quelqu'un que j'ai mis du temps à découvrir, John Fitzgerald Kennedy, à revenir totalement sur la feuille de route que lui avait donnée son père, qui était à la tête de toute la puissance économique des États-Unis, cet Irlandais qui voulait à tout prix qu'un de ses fils devienne président des États-Unis. Et il a dit, par 2 fois, ce que je vais faire entraînera des drames terribles, notamment pour ma famille. Mais je ne peux pas faire autrement. Qu'est-ce qui a poussé le général de Gaulle alors que tout le monde avait foutu le camp et qui venait d'être... Donc vous comparez quand même au plus grand. Enfin... Mais écoutez, si vous voulez avoir quelque chance de marquer votre époque d'une manière positive, autant prendre les plus grands en référence. Bon, vous prenez exemple sur les plus grands qui ont marqué notre histoire mondiale. Ceux qui ont changé. Ceux qui ont changé le monde. J'ai envie de vous dire quand même, si demain vous êtes élu président, pardon, mais vous allez gouverner avec qui? Ah mais ça, à mon avis, ce n'est pas... Enfin, excusez-moi, hein, c'est pas... Non, mais ça m'intéresse. C'est pas forcément la question la plus impitoyable. Parce que pour gouverner, il y en a des masses qui veulent gouverner. Ce que je crois... Vous feriez l'union nationale que Macron n'arrive pas à faire? C'est l'idée de Macron, mais c'est la mienne, puisque Macron a tout pompé sur moi. Moi, j'ai fait 6000 km à pied pendant 9 mois, parce qu'elle ne m'a pas vu pendant 9 mois. Lui était secrétaire général de l'Élysée quand j'ai remis mon livre à François Hollande pendant 2h30, et le rapport qu'avait préparé Dalila, statistisé, etc., selon les régions pour que ça ait du sens. Le seul qui l'a lu, c'est le secrétaire général adjoint de l'Élysée de l'époque, Macron. Et 1 an et demi après, il a fait 2 fois le tour du salon, il a dit « en marche ». Et ça a marché. Mais qui est-ce qui s'était tapé les 6000 bornes? Qui est-ce qui avait écouté tout le monde? Là, j'ai été... C'était Jean Lassalle. Là, j'ai été Dupé. candidat. Dupé. Dupé par Macron. Oui. Mais Macron m'a proposé, après tout, je n'ai pas de raison d'en vouloir à Macron, il m'a proposé de travailler en relation très étroite avec lui, parmi les tout premiers. Il vous a proposé d'être ministre quand il a été élu? Non, c'est une interprétation, je crois, de Bourdin. Qui non, je ne sais pas, je vous demande. Non, mais parce qu'on m'a posé la question hier soir, et celui qui était à votre place, on m'a dit qu'il s'était renseigné, et qu'à LRM, on avait démenti. Ils démentent les pauvres, ils n'existaient pas au moment où Macron me posait la question. Alors de quoi il parle? Moi, j'ai regardé dans mon téléphone, comme on garde quelques morceaux sans savoir qu'un jour il pourrait être important. Donc vous avez des messages de Macron qui vous dit « viens travailler avec moi ». Mais oui, et puis l'échange. Nous avons eu un réel échange. Mais moi, je lui ai dit, Emmanuel, moi, je te reconnais un mérite, c'est que tu es hardi, tu es jeune. Il y a chez toi quelque chose de fort, d'irrésistible, parce que tu galvanises. C'est difficile de te résister. Il y a quelque chose de fort. Le problème, c'est que tu n'es pas libre. Parce que ceux qui vont te mettre au pouvoir vont te le faire payer tout de suite. Moi, je ne suis rien. Je viens de l'Audiosichere. Toi, tu viens de chez Rothschild. Moi, j'arrive de l'Audiosichere. Mais moi, je n'ai pas de chaîne, pour l'instant, autour du cou, comme dans le loup et le chien. Je n'ai pas de chaîne, pas de trace. Tu ne pourras pas réussir, parce que le jour où tu voudras faire les réformes que tu nous annonces, et on te dira, oh, dis donc, c'est pas pour ça qu'on t'a élu. Donc, je crois que pour réussir et revenir aux grands exemples que j'ai eu l'impudence de citer, il va avoir la capacité à entraîner dans un même rêve d'abord, dans une même vision ensuite, une immense partie du peuple. Parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. On ne croit pas longtemps
à la même chose. Et heureusement, parce qu'il n'y aurait pas de démocratie, le débat revient très vite, et c'est tant mieux. Mais il faut remettre le débat en position d'être débat, il faut reconstruire des partis politiques qui n'existent plus, des syndicats qui n'existent plus, des vrais moyens de communication qui n'existent plus. Pensez que le monde des livres, avec Niel comme patron, c'est une honte. Beuve-Marie doit se retourner dans sa tombe en voyant ça. Donc il faut remettre le clocher au cœur du village. Et si je suis assez fort pour le faire, et si je trouve des hommes de votre qualité pour me poser des questions auxquelles il est aussi difficile de répondre, sans scier, eh bien, j'ai autant de chance que n'importe qui de parler à un peuple que j'aime passionnément, à un pays qui est notre pays, et qui, chaque fois qu'il s'est levé, a permis aux autres de sortir du mauvais pas dans lequel ils se trouvaient. Oh, nous n'avons pas été exempts de tout reproche, nous avons été lâches, nous avons été cyniques et impitoyables. Il n'empêche que, malgré tout, nous sommes le seul pays dont on dise la France a un caractère universaliste. On va couper parce qu'on va passer au livre. Yes. Jean Lassalle, on va parler de votre livre, Aurore ou Crépuscule, aux éditions du Cherche Midi. Vous dénoncez le totalitarisme mou dans ce livre. Alors je me suis dit, mais finalement, c'est quoi pour Jean Lassalle le totalitarisme mou? Les totalitarismes que nous avons connus jusqu'à maintenant étaient des totalitarismes tonitruants. On voyait d'immenses oriflammes à nos frontières, des discours nasillards. On entendait des bruits de bottes. C'était effrayant. Celui d'aujourd'hui, vous ne sentez rien. Vous ne voyez rien. Mais pourtant, nos compatriotes sont aujourd'hui aussi stressés, aussi anxieux qu'ils l'étaient du temps des totalitaires violents et durs. Donc c'est un totalitarisme mou, parce qu'il n'a pas besoin de montrer sa force. Donc là, on en revient à Xavier Niel, par exemple, oui. On pourrait dire ça. Mais tout à fait. Ou aux dirigeants politiques qui nous gouvernent depuis des décennies maintenant et qui sont, entre guillemets, bon, j'aime pas trop ce terme, mais vendus au marché. Vendus, c'est pas non plus si simple. Les larbins, je dirais. Les larbins, parce que... On est à l'Assemblée, on pourrait dire les godillots. Ah oui, on a largement dépassé ce stade. Mais enfin, les larbins, pourquoi? Parce qu'il faut bien regarder les choses. Le milieu des affaires a ceci, c'est qu'il détecte très vite les quelques-uns qui ont des qualités assez exceptionnelles. Ils sont souvent mus par de l'ambition, ce qui est une excellente qualité. Mais il y en a qui ont une ambition à hauteur d'homme, pour se mettre au niveau de l'homme, pour hisser de nouveau l'homme en civilisation, pour le décrocher de la bestialité et du fauve qu'il a été. Je te mange parce que je suis le plus fort, pour au contraire l'amener à des salons où l'on peut causer, parce qu'on se respecte. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le système détecte ceux qui sont pressés. Il leur dit venez, venez, ils ne demandent que ça. On les mouille. Ils sont ambitieux, ils ont la récompense, mais ensuite, pendant qu'ils ont la récompense, donc ils sont gentils et tout plein. Et lorsqu'ils ont eu la récompense, ils ont mis le petit doigt et on lui dit maintenant, attention, si tu ne continues pas, je raconte au Canard enchaîné ou à Mediapart ce que tu as fait. Tu es foutu. Donc, nous sommes obligés de nous incliner. Pourtant, il n'y a aucune violence apparente. On n'a pas besoin de vous déporter en Sibérie aujourd'hui, ou dans je ne sais quelle île grecque du temps des colonels, ou des généraux, des sympathiques généraux d'Amérique du Sud, pour faire mourir. Par exemple, perdre son emploi aujourd'hui en France, c'est mourir un peu. C'est mourir un peu et être victime de ce totalitarisme mou. Exactement, c'est exactement ça. Et si, avec la perte de l'emploi, naturellement, vous n'arrivez plus à payer le loyer de la maison qui était en construction, avec amour, avec la femme ou l'homme de votre vie, avec les premiers enfants qui gazouillaient, eh bien, les huissiers la saisissent, la vendent aux enchères. Généralement, l'un des deux s'en va, l'autre reste tout seul à assumer comme il peut. Les enfants, vous imaginez dans quel bonheur ils s'éveillent.
déjà s'éveiller aujourd'hui dans une famille aimante, c'est un chantier, avec toutes les... Mais donc le résultat, c'est la société qu'on a aujourd'hui avec, en gros, une famille sur deux qui est séparée. Enfin, c'est un peu ça, avec toutes les conséquences que ça a, quoi. C'est ça que vous dites. Un peu plus. Pour revenir sur le livre et continuer sur le livre, quand on le lit, Aurore ou Crépuscule, je le rappelle, on ressent une nostalgie quand même. Parce que, bon, vous parlez de vous, vous dites que quand vous aviez 6 ou 7 ans, vous rêviez de devenir mère, ce qui pour un enfant est quand même assez rare, oui. Il faut le dire. À 21 ans, vous êtes l'un des plus jeunes maires de France, hein, bon voilà. Puis vous parlez de vos montagnes, des nuages qui effleurent le sommet de ces montagnes, etc. On se dit, bon, mais tout ça est un peu quand même, c'est très joli, hein, c'est fleurs bleues, c'est une époque, mais on se dit, est-ce que vous ne faites pas l'éloge d'une France qui, quelque part, n'existe plus ou n'est plus vraiment au centre du jeu, c'est-à-dire cette France rurale, cette France entre guillemets tranquille. On en parlait au tout début de cette interview, le séparatisme dont on parlait. Je ne suis pas sûr, quand on habite à la campagne et qu'on a bien d'autres difficultés, que le séparatisme, ça intéresse grand monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça n'intéresse pas forcément grand monde, mais le pauvre agriculteur qui regarde tous les jours la poutre en se demandant quel est le jour où il va s'y jeter dessus, il est à peu près dans le même état d'esprit qu'un certain nombre de nos compatriotes des banlieues. La France va mal, mais vous ne pouvez pas non plus le dire en décourageant tout le monde. Il faut, c'est une histoire, c'est l'histoire qu'il faut raconter. Il faut partir au niveau où se trouve le pays aujourd'hui. Le pays, il est dans l'état que j'essaye de décrire, mais il a été grand aussi à certains moments. Et je pense que ce n'est pas un crime que de dire qu'il a été grand. Et il peut le redevenir. Si j'avais, à côté de ça, des modèles qui m'inspirent, si je voyais une Chine débordante de liberté, de joie de vivre, je veux dire, si je voyais les États-Unis au plus haut de leur forme, avec des candidats à la présidence qui fleurent bon l'intelligence, etc., si je voyais un Moyen-Orient tranquillou, un Liban tel que je l'ai connu avant que les premiers malheurs, je dirais, mais pas de problème, il n'y a que chez nous, bon, on va laisser passer, comme ça la France ne sert plus à rien. Je refuse que la France sorte de l'histoire. Je refuse que la France ne continue plus à tenir son rôle, parce que c'est la meilleure manière pour elle de se sauver. Mais lorsque la France s'est sortie d'affaires, elle a toujours rendu un fier service à ses voisins et même au monde entier. C'est pour ça que j'ai cet acharnement. Alors Jean Lassalle, on entend votre discours, on entend vos convictions, là on les entend, mais c'est vrai que plus largement au niveau médiatique, on n'entend pas forcément Jean Lassalle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire des médias français aujourd'hui qui, bon, pour la plupart d'entre eux, appartiennent à des milliardaires, et en même temps, s'ils n'appartenaient pas à des milliardaires, il n'y aurait peut-être pas de médias du tout. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Comment vous analysez en quelques mots ces médias, leur manière de fonctionner, et le fait qu'ils ne vous donnent pas beaucoup la parole, quoi. Je pense que beaucoup plus simplement que ça, et avec la modestie qui me caractérise, j'ai été identifié comme l'un de ceux qui pouvaient parler directement au peuple et faire basculer pacifiquement le système pour remettre le modèle au moment où nous vivons l'un des changements de monde, parce que c'est un changement de monde, les plus profonds que nous ayons certainement vécu. Le grand malheur de l'Occident, c'est qu'il n'a jamais réussi ce changement de monde que dans des bains de sang. Moi, je refuse que ce soit des bains de sang. J'ai 4 enfants que j'aime par-dessus tout, et je ne compte pas les vôtres que vous aimez tout autant que les miens. Je pense que le plus grand réservoir inutilisé que nous ayons, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, il faut reprendre à s'en servir. Parce que l'intelligence, elle ouvre les perspectives, elle ouvre les frontières. Jean Lassalle, pour terminer, on va terminer avec le début du livre, quelque part. Parce que vous vous adressez au lecteur en disant « Mes chers compatriotes,
Alors le dernier que j'ai entendu dire ça, tout le monde va le reconnaître, mes chers compatriotes, ça fait 1 an qu'il est parti, c'est Jacques Chirac. Ça signifie quoi, le fait d'utiliser ce terme-là, mes chers compatriotes? Pour vous, ça représente quoi? C'est le côté gaullien? C'est le côté... bon, Chirac, ça fait 1 an qu'il a disparu. Lorsqu'il est parti, beaucoup de Français se sont pressés, etc. Mais en même temps, c'est quand même le président qui n'a pas fait grand-chose. C'est quoi la signification de ça? D'abord, soyons au plus proche, je crois, de ce qui m'est passé dans la tête. Au moment où voilà. Mes chers amis, ça ne le fait pas. Ouais. Bon, mes chers camarades... ça fait communiste. Mes chers compagnons, bon, ça fait aussi. Bon, mais j'ai eu beau tourner dans tous les sens. Nous sommes dans une patrie. Qu'est-ce qui habite la patrie? C'est des patriotes et des compatriotes. Donc j'ai fait ce choix. Il est vrai, alors là vous êtes un très fin analyste, en plus d'être un remarquable intervieweur. Je vous en prie, mais tirez-moi les pompes. Non, mais il faut, quand on le mérite, il faut le faire. C'est que j'ai effectivement beaucoup d'admiration pour le général de Gaulle. Parce qu'il a cru, il a su, par 2 fois, alors que tout était perdu, retrouver le fil, et de notre histoire, et de notre culture, et de notre langue que nous laissons dépérir. Il parlait remarquablement le français. Et lui avait choisi le cher compatriote. Alors, si vous voulez que j'aille au bout, j'ai toujours été gaulliste, je n'ai jamais été chiracien. Chirac était une formidable machine par son énergie à gagner des élections. Il a certainement été l'un des présidents les plus faibles de la Ve République. Après, il ne savait pas utiliser le pouvoir parce que tout a été ambigu dans le fond. Il avait d'abord été élu contre l'Union européenne, ça c'était quelque part l'Europe des nations. Mais lorsqu'il a fallu faire le choix de Maastricht, à la stupéfaction générale de tous ses compatriotes, il a été un des premiers à se jeter en les bras de ce qu'a dit Seguin et bien d'autres. Parce qu'on dit Seguin, Pasqua, qui était quand même, si les choses ont un sens, quand même des compagnons, eh bien, il a été plus royaliste que le roi. Et à partir de ce moment-là, je pense que le président Chirac, que j'aime bien quand même au fond de moi, parce qu'il a eu des mots très, très humains avec moi lorsque j'étais à l'article de la mort. Nous avons eu plusieurs conversations. Et il m'a dit, au fond, j'avais envisagé de faire ce que tu fais. Lorsque je voyais ma région de Corrèze, la plus en difficulté, du sel, dans cette difficulté. Je n'ai pas su le faire. Et il s'est beaucoup confié, et j'ai beaucoup compris. On a cru pendant un moment, tellement tout était flou, qu'il suffisait de suivre le train d'une histoire que l'on croyait finie. Il y en a même certains, à la chute du mur de Berlin, qui ont dit c'est la fin de l'histoire. Et sauter dans le wagon qui s'appelait, dans un premier temps, Europe, puis très rapidement, mondialisation, et puis, pour que ce soit vraiment incompréhensible mais rassurant, globalisation. Vous savez ce que c'est, vous, la globalisation? Moi, je vois déjà, du moment que c'est global, c'est bien. Du moment que c'est global, on ne va plus avoir de guerre. Du moment que c'est global, tout le monde va gagner sa vie. Du moment que c'est global, on a tiré le gros lot. Eh bien non, ce n'est pas ça. Parce que je crois à un monde réuni, à un monde fraternel. Mais pour que le monde soit uni et fraternel, il faut que l'immense diversité de ceux qui le composent partagent le même projet, même s'ils ne le disent pas avec les mêmes mots, avec le même ciel, et d'ailleurs avec ou sans le ciel, tout simplement, en tant qu'hommes, mais qu'ils aient retrouvé la plénitude de leurs droits et de leurs responsabilités en tant qu'hommes et de citoyens. Merci beaucoup Jean Lassalle, puis alors on va se recroiser à l'Élysée.
quand vous serez président. Il me restera un peu de chemin à faire. Je pense qu'il serait souhaitable et je ferai tout ce que je pourrais pour aller à l'Élysée. Au fond, je n'avais pas plus de chance d'arriver à la mairie de Lourdes-Cher à l'âge où j'y suis arrivé que d'arriver à l'Élysée. Mais ce n'est pas arriver à l'Élysée pour arriver à l'Élysée. C'est pour accomplir avec un peuple qui se sera retrouvé et qui aura envie de retrouver son histoire. C'est pour ça que le chemin est quand même très long. Et si je me suis permis de convoquer tout à l'heure ces immenses personnages, c'est parce qu'ils n'ont jamais renoncé à leur rêve. Or, la politique doit être conduite par des artistes, de la même manière que les plus grandes symphonies réclament les plus grands chefs d'orchestre. Or, aujourd'hui, il n'y a plus d'artistes chez les politiques. Il n'y en a pas beaucoup chez les intellectuels. Il y en a très peu chez les journalistes. Et il n'y en a aucun chez les hauts fonctionnaires. Ils servent de courroie de transmission. Oui, aux artistes. Et un artiste, ça peut toucher son public, ça peut toucher ses frères, ou ça peut passer à côté. Eh bien, moi, je risque l'une comme l'autre. Parce que je veux pouvoir fermer les paupières un soir, sans que ma femme vienne m'annoncer au dernier moment que de nos fils est mort à l'occasion d'une manifestation qui a mal tourné et que moi, je serais rentré à la maison piteusement, lâchement, après avoir tellement bénéficié des 70 ans de paix ininterrompue de mon pays, sans avoir bougé le petit doigt, alors que je voyais que la maison brûlait bel et bien. Merci Jean Lassalle. Merci à vous.